Bonjour à toutes et à tous, et nous avons la chance aujourd'hui d'interviewer Jean-Michel Dewaal, professeur de sciences politiques à l'ULB, sociologue du sport et spécialiste pour l'Europe centrale et orientale. Merci de nous accorder un peu de votre temps aujourd'hui, même si c'est une période un petit peu compliquée, on est content de pouvoir organiser une interview, une vraie. Ça nous avait manqué. Donc aujourd'hui, on aimerait discuter de l'identité européenne dans les pays d'Europe centrale et orientale, ainsi que du processus d'adhésion encore en cours dans la région des Balkans occidentaux. Pour rappel, avant de passer à nos questions, l'Europe centrale et orientale est composée des 3 pays baltes, c'est-à-dire l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie. Et puis après, dans le reste des pays post-soviétiques, on a la Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie. L'espace est également composé de la région d'ex-Yougoslavie, c'est-à-dire la Slovénie, la Croatie, la Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine du Nord et Kosovo. Et puis finalement, sans oublier le dernier ancien pays communiste de la région, l'Albanie. Pour rappel également, les 3 grandes vagues d'intégration pour l'élargissement de l'Union européenne ont eu lieu en 2004, 2007 et 2013. En 2004, on a eu la grande majorité des pays d'Europe centrale qui ont intégré l'Union européenne. En 2007, la Roumanie et la Bulgarie intègrent également. Et puis le dernier, le tout nouveau membre, en 2013, la Croatie. Alors l'Union européenne a donc connu différentes vagues d'élargissement qui l'ont façonnée et la façonnent encore aujourd'hui depuis sa création. Toutefois, on a remarqué que l'Union connaît une phase d'arrêt en comparaison à l'expansion rapide qu'on a pu observer jusqu'en 2013. En effet, depuis l'adhésion de la Croatie, plusieurs pays candidats, tels que la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l'Albanie, sont encore candidats et on se demande un petit peu comment est-ce que ça va évoluer dans les prochaines années. De plus, on a d'autres pays tels que la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo qui ne sont que des candidats potentiels. Et du coup, cette situation nous a poussé un peu à nous questionner sur la direction vers laquelle l'Union européenne se dirige pour l'instant quant à l'élargissement de ses frontières. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui la chance d'interviewer un expert en la matière pour répondre à nos questions et nous éclairer sur l'identification de l'Union européenne à l'Union européenne en Europe centrale et orientale et l'intégration des Balkans occidentaux à l'organisation. Merci d'être là. Alors la première question qu'on aimerait vous poser pour un petit peu introduire le reste, alors c'est comment l'Union appréhende-t-elle finalement les nouveaux candidats depuis la première grande vague d'intégration qui a eu en 2004? Quelles ont été les conséquences du point de vue de la structure de l'UE? Et puis finalement, est-ce qu'elle n'est pas plus réticente aujourd'hui d'élargir ses frontières? Donc voilà. Merci beaucoup de m'inviter. Ça me fait très plaisir parce que voilà, je travaille à l'Institut d'études européennes pendant longtemps, j'ai suivi la création de cercles étudiants et de toutes les tentatives de publication, donc ça fait toujours plaisir de voir des projets qui continuent comme ça de génération en génération, et toutes mes félicitations à vous de continuer le projet et salut très fraternel à ceux qui l'ont lancé à l'époque. Ce sont de beaux projets. Alors pour répondre à votre question, elle est évidemment très large. Je pense que, je voudrais d'abord rappeler que l'élargissement n'avait rien d'évident. Aujourd'hui, ça apparaît comme un événement presque inscrit dans l'histoire. En 1989, quand les régimes chutent, les régimes communistes chutent, c'est pas du tout évident que ces pays vont adhérer à l'Union européenne. D'ailleurs, toute une série d'hommes politiques sont très réticents à cette perspective-là. François Mitterrand, par exemple, vraiment, il parle de créer une zone entre l'Union soviétique qui existe encore et l'Union européenne. Voilà, c'était pas aussi évident que ce que l'on pourrait croire aujourd'hui. D'autre part, il faut aussi, de mon point de vue, la crise de l'Union européenne ne commence pas quand les régimes chutent, mais elle l'amplifie. Et c'est ça où il y a en fait une difficulté. Il y a une difficulté qui fait
confond en fait deux grandes tendances et on les mélange. Parce qu'en fait, les deux tendances se rejoignent et quelque part se sont additionnées l'une l'autre. L'Union européenne, son histoire, c'est une suite de crises. À 6, à 9, je veux dire, avec De Gaulle, l'entrée de la Grande-Bretagne, les crises sur l'entrée de l'Espagne, il faut se rappeler toutes les manifestations des paysans français, du monde agricole belge aussi, qui ne voulaient ni de l'Espagne ni du Portugal, qui voyaient là venir des concurrents pour les fruits, pour les légumes, qui semblaient tout à fait inacceptables. Donc, bon, voilà, Margaret Thatcher, Awan Malmonebach, donc là, à vrai dire, l'Union européenne, l'histoire de l'Union européenne, c'est une série de crises qui se terminent très tard, dans la nuit et dans des compromis visibles, enfin très très compliqués, très difficilement vendables à l'opinion publique, très difficilement explicables à l'opinion publique. C'est ça l'Union européenne. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'Union européenne des grands moments fondateurs. Il n'y a pas le 14 juillet, il n'y a pas la Commune de Paris. Il n'y a pas des moments où le peuple européen est sorti en rue avec des drapeaux européens. Il n'y a pas eu des moments comme ça qui font mémoire collective. Il y a un certain nombre d'hommes politiques qu'on rattache comme pères fondateurs, mais Adenauer, de Gasperi, Spaak sont très très difficilement utilisables par toute une partie de la scène politique, surtout à gauche d'ailleurs. Donc voilà, c'est une histoire compliquée. Je dis tout ça parce que sinon on a l'impression qu'avant, l'Union européenne c'était bien, c'était beau, on avait des hommes politiques célèbres qui étaient pro-européens, et puis maintenant, depuis que les Polonais et les Roumains sont rentrés, c'est la catastrophe. Non, c'est pas comme ça. Et l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en 89, l'Union européenne en fait remporte la victoire idéologique sur le communisme. Une des raisons d'être de l'Union européenne était de montrer la capacité des Européens de l'Ouest à résister aux régimes communistes qui sont apparus à un certain moment comme une vague déferlante sur le monde. Rappelons la Seconde Guerre mondiale, la Chine qui bascule au communisme, le Vietnam, une série de pays africains. Donc on a cette impression, et les Occidentaux, sous le parrainage des Américains, aident la construction européenne. Les Français et les Allemands comprennent que faire 3 guerres et de nous faire une guerre tous les 20 ou les 30 ans affaiblit évidemment l'Union européenne. C'est la réconciliation franco-allemande et un niveau de vie qui augmente effectivement de façon fabuleuse. Ça, c'est le projet. Pour résister au communisme, c'est pas un projet philosophique comme ça parce qu'on a lu Habermas ou on a lu tel philosophe. C'est un projet économique, social, qui a une visée politique et géopolitique qui est importante. C'est la victoire 1989. Il faut aussi rappeler que personne ne l'a vu venir 1989. Si vous lisez tous les rapports, et là, moi j'étais un peu à votre place à ce moment-là. Lisez Le Monde en janvier 89, il n'y a absolument personne qui pense en janvier 89. En mars 89, tout le monde, il n'y a pas encore personne qui croit que les régimes vont s'effondrer. Donc c'est une surprise complète et totale. C'est la victoire de l'Union européenne, c'est la victoire en tout cas du modèle d'économie de marché social tel que l'on connaît, tel qu'on le connaissait en Europe. C'est aussi le début d'un nouveau problème. Et le nouveau problème, c'est évidemment, c'est quoi l'identité européenne au fait? Parce qu'avant, on n'avait pas tellement besoin de se poser cette question-là. Toute la littérature, tous les professeurs qui vous ont donné des leçons sur l'identité européenne, la citoyenneté européenne. Mais moi, quand je suivais des cours ici, dans cette salle, on ne se posait pas cette question, parce que c'était quoi l'identité européenne? C'était ceux qui n'étaient pas membres du groupe communiste, de l'ensemble communiste. Il y avait, et puis il y avait les anciennes dictatures fascistes, le Portugal, l'Espagne, la Grèce, qui étaient rentrées. Et puis c'était la question. Alors on disait la Turquie, on discutait un peu sur la Turquie, mais c'était assez clair qui
qui avait vocation à rentrer dans l'Union européenne. On ne posait pas la question de savoir si l'Albanie communiste pro-chinoise pouvait rentrer dans l'Union européenne. Donc la citoyenneté européenne, cette question d'identité européenne, de citoyenneté européenne et de qui fait partie de la famille, se pose après 89. Et c'est là où il y a confusion, en fait, dans l'esprit. C'est parce que c'est 89 qu'on est obligé de se poser la question de qui est in, qui est out. Parce qu'évidemment, si vous vous posez la question de qui a vocation à être membre de l'Union européenne, vous devez aussi vous poser la question de qui n'a pas vocation. C'est surtout ça le problème, à vrai dire. C'est qui n'a pas vocation à. Vous avez ce mouvement de l'élargissement qui se fait. On accuse aujourd'hui énormément les pays d'Europe centrale et les nouveaux venus d'être responsables de beaucoup de choses dans l'Union européenne. Je tiens à rappeler très rapidement deux faits. Le premier, c'est qu'évidemment on peut parler du coût de l'élargissement. Mais il faut, si vous faites le coût de l'élargissement, il faut aussi faire le coût du non-élargissement. C'est-à-dire combien aurait coûté à l'Union européenne le fait de ne pas élargir et d'avoir à ses frontières des zones qui auraient pu être totalement instables. C'est le moment où il y a la guerre en Yougoslavie. Il y a des tensions ethniques encore en Roumanie, par exemple, fort importantes. Et donc cette zone est tout sauf stabilisée au moment où elle arrive dans l'Union européenne. Et donc évidemment, l'adhésion à ces pays de ces pays, outre l'immense retour économique que ces pays ont apporté, la croissance économique que ces pays ont apporté dans l'Europe occidentale, il faut aussi revenir sur ce qui aurait été la non-adhésion. Deuxième point très important, c'est qu'on a décidé d'élargir avant d'approfondir. On pouvait très bien approfondir. Et ça, c'est pas... je trouve qu'il y a quelque chose de... J'ai toujours trouvé ça aberrant de reprocher à Sofia, Bucarest ou Budapest le fait que les 15 n'approfondissent pas avant l'élargissement. Ça, on pouvait prendre la décision. Il faut quand même se dire que le refus des Français par référendum d'aller plus loin dans la construction européenne, les crispations ne sont pas le résultat uniquement de l'élargissement. Donc aujourd'hui, pour finir de répondre, tenter de répondre à votre question, aujourd'hui, oui, il y a une fatigue, évidemment. Aujourd'hui, il y a une déception, évidemment. Alors on pourra peut-être revenir sur les raisons de cette déception, de pourquoi est-ce que ça se passe aussi mal dans la famille. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent l'expliquer, mais je trouve que de façon générale, la bulle européenne, le milieu européen, dont cette maison, à la fois cette maison l'étudie et en fait partie, je dois bien dire que cette bulle m'énerve profondément et me fâche beaucoup, parce qu'elle a un bouc émissaire tout trouvé par rapport à ses propres difficultés, c'est les nouveaux venus. C'est comme si les nouveaux venus n'étaient pas totalement vraiment européens, comme si décidément, quand les Polonais défendaient leur industrie, ils faisaient des choses qui étaient absolument inouïes. Alors que les Français défendent leur industrie. Et d'ailleurs, on se demande bien pourquoi le gouvernement français ne défendrait pas l'industrie française, comme si tous les gouvernements allemands n'avaient pas toujours défendu la chimie allemande, l'industrie automobile allemande, et ainsi de suite. Voilà, il se fait que les Polonais défendent les intérêts de la Pologne, comme les Roumains de la Roumanie, et comme les Français de la France. Donc je trouve qu'il y a là quelque chose... qui continue quand même à sointer, à dégouliner une espèce de suffisance occidentale, de riche, et au moment où on parle beaucoup de décolonisation, ces États ont fait partie d'empires, et il y a quand même encore, je trouve, un rapport comme ça du grand frère au petit frère qui est quand même très très présent. Je termine en disant que ces États ont dans leur histoire aussi souvent cherché des grands frères.
ce sont des États à l'identité incertaine et ils ont souvent cherché un protecteur à l'extérieur. Et donc là, il y a un jeu qui est assez malsain entre qui va nous protéger contre tous nos ennemis réels ou supposés, qui va nous protéger, et l'Union européenne qui veut bien protéger, mais qui le fait encore souvent de façon, je trouve, très très suffisante. Merci pour cette réponse très complète. On aimerait maintenant vous demander si selon vous, l'Union européenne finalement, est-ce qu'elle souhaiterait encore intégrer la région des Balkans occidentaux et quels sont les principaux obstacles auxquels ces pays font face pour l'instant quant à leur processus d'adhésion? Donc je pense qu'il y a, on dit qu'il y a une grande fatigue de l'élargissement. Je pense qu'élargir à court terme est évidemment impossible. D'abord parce que nous n'avons pas encore digéré l'élargissement précédent, deuxièmement parce que je pense que les opinions publiques ne sont pas du tout prêtes à cela, et je pense que il n'y a aucune pédagogie qui est faite, il n'y a pas d'hommes politiques qui militent pour l'élargissement aux Balkans occidentaux. Alors déjà, Balkans occidentaux, c'est un terme que j'aime beaucoup parce que Balkans occidentaux, quoi, il y a les Balkans orientaux, il y a les Balkans méridionaux, il y a les... voilà, pour ceux qui ont eu cours avec moi, ces termes de post-communisme, de Balkans occidentaux, enfin, ces néologismes comme ça, montre bien qu'il y a déjà un problème. Rien qu'appeler une région avec un nom aussi étonnant que Balkans occidentaux montre qu'il y a déjà un problème quelque part, parce que voilà, mal nommer les choses fait partie du problème. Avant on parlait des Balkans, maintenant c'est les Balkans occidentaux, donc il y a la frontière. Bon, je trouve que voilà, il faut quand même qu'on se pose un peu la question sur la façon dont on nomme. Pour avoir été dans la région, j'ai rarement rencontré tout de même un citoyen de la région qui se disait « Moi, je suis un balkanique occidental. » Et les balkaniques orientaux, eux, mon bon monsieur, c'est pas du tout comme nous, les Balkans. Donc, bon, il faut... Rien que ça est déjà problématique, et rien que ça montre déjà qu'il y a quand même un problème. C'est terriblement technocratique que d'appeler ça Balkans occidentaux. Alors non, l'Union européenne n'est pas prête à le faire. Non, il n'y a pas des élites politiques à le faire. Oui, on explique évidemment que les problèmes de l'Union européenne sont dus aux Polonais, Hongrois, Roumains. Il faut bien dire que les Polonais, les Hongrois et les Roumains font tout ce qu'il faut aussi, par ailleurs, pour montrer qu'ils sont différents, qu'ils n'adhèrent pas à certaines valeurs européennes, que leur conception de l'Europe n'est pas la même, ce qui pour moi n'est pas une surprise. Hein. À l'époque, je me souviens que quand ces pays sont rentrés membres de l'Union européenne et que j'osais dire, vous savez, ça va très vite, est-ce que vous êtes sûr qu'on est toujours d'accord, parce qu'enfin, moi quand je vais dans les universités là-bas, enfin voilà, je sens bien qu'il y a quand même des visions différentes, est-ce qu'on ne devrait pas en même temps discuter de notre histoire en commun? Bon, j'étais eurosceptique, moi je me souviens d'un débat là à la radio, le jour même de l'élargissement, où Louis Michel, le père de Charles, qui était alors ministre des Affaires étrangères, balayait tout ça en disant « Vous êtes un eurosceptique, vous découragez, vous êtes un populiste, vous faites peur. » Bon, je disais, vous savez, bon, il y a les minorités nationales, il y a les Roms, il y a la gestion de la corruption, c'est pas simple hein, comme région, vous savez, il suffit pas de... C'est pas parce qu'on rencontre des gens qui disent Europe, Europe, Europe que ça va se faire... Donc, voilà, je pense qu'on a aussi un peu sous-estimé... Enfin, c'est pas parce que quelqu'un a résisté au régime communiste, un peu, beaucoup, passionnément, selon là, qu'il est porteur des valeurs européennes. Et donc là, je pense que, voilà, on sait un peu, ça a été un peu du wishful thinking et on s'est un peu trompé. On a sous-estimé les difficultés et on a sous-estimé le besoin de reconnaissance de la souveraineté de ces États. Ces États sont tous des États
jeunes. Certains sont, comme la Slovaquie, trouvent son indépendance démocratique en 1993 seulement. La Slovénie, les Pays-Baltes sont tous des États qui ont connu des existences peut-être soit au Moyen-Âge, soit durant l'entre-deux-guerres, mais dans des régimes non démocratiques. Alors, on a sous-estimé ce besoin d'affirmation nationale dans un monde globalisé. Alors, donc, il y a cette fatigue de l'élargissement. Il y a ce côté très très pratique d'estimer que c'est les autres qui sont responsables et que donc, eh bien, voilà, enfin c'est le bouc émissaire facile. Pour certains hommes politiques, tout est la faute de l'Europe, on le sait bien. Mais pour un certain nombre d'hommes politiques européens ou de médias européens, tout est la faute des personnes d'Europe centrale. Et je pense que ce qui a manqué, c'est un vrai débat. C'est-à-dire que ce qu'il... Donc moi je ne partage pas les thèses polonaises, hongroises, bien sûr, ça va à l'encontre de tout ce que je suis, de tout ce que je pense. Mais je pense qu'il faut pouvoir les entendre. Et je pense qu'il faut pouvoir s'interroger sur mais qu'est-ce que ça veut dire et ne pas considérer que c'est étant donné que ce n'est pas dans le catéchisme européen et dans la bonne pensée européenne, ça n'est pas audible, ce n'est pas intéressant. Nous devons faire quelque chose de ces blessures historiques. Nous devons faire quelque chose de cette reconnaissance de ces blessures historiques. Après tout, la réconciliation franco-allemande a été extrêmement longue, difficile, et on voit bien que dès qu'il y a quelques tensions, la Seconde Guerre mondiale, d'un côté comme de l'autre, réapparaît vite. Comment voudrait-on que les Polonais se réconcilient avec les Allemands ou avec les Russes, comme ça, par un coup de baguette magique? Ou voudrait-on que des valeurs européennes qui sont les nôtres, et là où c'est problématique, c'est que ces fameuses valeurs européennes que nous reprochons à raison, nous ici, dans la toute petite bulle européenne, ultra minoritaire, malheureusement aujourd'hui, ces valeurs que nous reprochons aux Roumains, aux Bulgares ou aux Polonais de ne pas défendre, je n'ai pas l'impression que M. Salvini ou M. Berlusconi les défendent en Italie. Mme Le Pen, c'est au second tour, c'est en France. Les deux premiers partis en Flandre ne sont pas non plus des partis particulièrement pro-européens, des grands partis démocratiques. En Autriche, l'extrême droite participe ou a participé au gouvernement. Enfin, je veux dire, arrêtons un tout petit peu de focaliser sur les problèmes de démocratie qui sont bien réels en Europe centrale, pour oublier ce qui se passe chez nous. Alors, ceci étant dit, bien entendu qu'il y a toute une série de raisons internes à ces pays des Balkans occidentaux qui rend l'adhésion extrêmement compliquée. Les réformes n'avancent pas, la corruption est endémique, le rôle du crime organisé dans le contrôle de secteurs entiers de l'économie est évidemment très important. La volonté de réconciliation, de faire un travail dans la région, avec les voisins de la région, est quand même douteuse. Le traitement des minorités nationales reste peu acceptable de façon générale, et on a l'impression que quand des efforts sont faits, c'est vraiment pour faire plaisir à Bruxelles plus qu'une réalité. Et il y a aussi un espèce de jeu qui, pour certains pays, consiste à dire « Bon, alors si vous voulez pas de nous, on va voir à Pékin, on va voir à Moscou, on va chercher un grand frère ailleurs. » Mais ça, voilà, il faut savoir. Voilà, donc il n'y a pas... c'est d'ailleurs une des grandes différences avec l'Europe centrale, avec les pays d'Europe centrale. C'est que ni Bucarest ni Varsovie n'ont jamais dit bon, alors si ça va pas assez vite, on va aller voir à Moscou, on va aller voir à Pékin. Ce que certains États de la région
des Balkans occidentaux jouent comme carte, ou certains hommes politiques de la région jouent comme carte. Donc, ces pays ne sont absolument pas prêts, et ni économiquement, ni au niveau de leurs élites politiques, ni au niveau du système politique. Bien sûr, il y a encore un travail considérable. Alors ce qui est inquiétant, je trouve, c'est que je ne vois pas la modernisation des élites politiques arriver. Je ne vois pas une nouvelle génération porteuse. J'ai l'impression que cette génération, c'est comme dans d'autres pays, elle a fait ses bagages, elle est partie. Évidemment que cette génération existe, mais elle se retrouve à Berlin, elle se retrouve à Bruxelles, elle se trouve peut-être en Australie, elle se trouve dans beaucoup de pays, mais on peut comprendre que toute une série de jeunes, désespérés par le niveau des universités locales, par tout ce qui peut y se passer, et décidé d'aller faire leurs études ailleurs et de se construire une vie ailleurs. Mais alors, où sont les modernes? Où sont vraiment alors je ne dis pas que les hommes politiques, mais dans la magistrature, dans le monde économique. Alors est-ce que c'est une question de temps? C'est possible qu'il faille attendre encore. Voilà, il faut que peut-être qu'une nouvelle génération prenne le pouvoir, mais j'ai l'impression que le travail de vérité historique, de critique historique sur sa propre histoire est tellement peu porté que on est vraiment encore très très loin de pouvoir imaginer ces sociétés rentrer dans l'Union européenne. J'aimerais bien juste que vous rajoutiez quelque chose. Finalement, qu'est-ce qui a permis à la Slovénie et la Croatie, par exemple, d'intégrer beaucoup plus rapidement que le reste de l'espace ex-yougoslave? Parce que quand je lisais les délais qui prévoient pour l'intégration, on est à 30 ans pour la Serbie, je pense, pour la Macédoine, on est à 35 ans. Enfin, donc pourquoi, alors que pourtant vous soulignez la question de la critique historique, je pense qu'il y a toujours ce même problème qui est autant présent en Croatie qu'en Serbie ou dans d'autres pays. Donc qu'est-ce qui a permis finalement à ces deux pays-là d'intégrer plus rapidement en 2004 et puis en 2013 aussi, finalement? Bon, je vais faire une réponse politiquement incorrecte. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui va regarder pour ne pas de nouveau apparaître comme le vilain petit canard. Mais enfin, ces pays ont des éléments en commun. Alors ils ont une histoire, d'abord. Il y a une appartenance à l'Empire austro-hongrois, une histoire. Enfin, c'est deux pays catholiques. Ouais. C'est deux pays catholiques. Lors de l'éclatement de la Yougoslavie, le Vatican a joué un rôle bien clair, et l'Allemagne aussi. Et donc, ce sont deux pays qui sont aussi récompensés du rôle qu'ils ont joué dans l'éclatement de la Yougoslavie. Alors, je ne suis pas un complotiste, je ne pense pas du tout qu'il y ait une réunion secrète dans une cave avec... bon, c'est pas du tout une série Netflix comme ça, mais ces pays étaient culturellement, historiquement liés à une histoire, avec une proximité sociale, politique. Bon, voilà, la Croatie, l'Allemagne avaient des relations anciennes, pour le pire et pour le meilleur dans l'histoire aussi. D'ailleurs, la Slovénie avec l'Autriche avait des relations extrêmement proches aussi. Je pense que le fait d'appartenir à ce monde culturel, d'avoir un niveau de vie supérieur, et de mieux comprendre les attentes de la bulle européenne et de Bruxelles, ont favorisé évidemment, ont favorisé les choses. Les Croates sont parvenus
à être vécues comme les victimes de la guerre en Yougoslavie. Donc, voilà, la Croatie apparaît comme une victime dans la guerre en Yougoslavie, ce qui est discutable à tout le moins. Elle est un des acteurs principaux, elle a pris ses responsabilités. Il y a évidemment beaucoup de Croates qui ont perdu la vie, bon voilà, c'est pas dans la guerre en Yougoslavie, il n'y a pas des bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Il y a des mauvais partout. Ce qui est très très difficile à faire comprendre, voilà, c'est que or, voilà, l'Europe a considéré, parce que la Croatie et la Slovénie avaient des meilleurs réseaux, parce qu'il y a toute cette histoire en commun, et puis parce que si, ben voilà, Belgrade disait et Moscou, et Moscou, et Moscou. Donc il disait et Moscou, et il faisait des épurations ethniques sanglantes, comme on le sait. Donc pour l'Union européenne, la Serbie n'apparaissait pas comme véritablement un partenaire acceptable et crédible. Donc voilà, je pense qu'il y a cette appartenance à ce monde culturel, ce poids de l'histoire, ce plus haut niveau de vie qui est indéniable, qui a fait cette différence qui effectivement est tout de même très très problématique. Il faudrait refaire un travail, parce qu'à l'époque, quand je disais tout à l'heure, bah, c'était pas du tout évident que ces pays adhèrent à l'Union européenne. Je me souviens bien qu'il y a un moment où on disait, en fait, les premiers à faire adhérer, les plus faciles à faire adhérer, c'est les Yougoslaves. En fait, il faut faire entrer la Yougoslavie la première, parce qu'elle n'a pas vraiment une économie planifiée, parce que, bon, en fait, l'économie de marché existe quasi déjà, c'est plus facile avec les Yougoslaves, parce que la Yougoslavie avait quand même, on a oublié, cela, mais une très bonne image. La guerre en Yougoslavie aussi est apparue comme une surprise complète et totale. C'était là où les Occidentaux se rendaient en vacances, les Yougoslaves se déplaçaient, beaucoup venaient travailler, donc bon, voilà, c'était un pays qui avait une remarquable image, et la Yougoslavie apparaissait même comme une réussite. Et on disait à l'époque, ben, c'est une petite Europe, quoi. En fait, ce que Tito a fait, c'est une petite Europe, il a construit là des relations économiques entre différentes régions, c'est eux qui doivent rentrer les premiers. Bon, rapidement, la guerre en Yougoslavie a rendu ce scénario-là tragiquement hors de portée. Évidemment qu'aujourd'hui, pour un intellectuel serbe ou pour un citoyen serbe ou macédonien, c'est très très questionnant ce double traitement, ce traitement différencié qui ne fait que renforcer la façon dont l'histoire se raconte. La Serbie victime, la Serbie écrasée, la Serbie qui perd toujours, le grand complot contre les Serbes, et seul le grand frère russe, au nom de la solidarité orthodoxe, est là pour nous aider, ce qui est faux, parce qu'on cherche bien quand est-ce que la Russie a vraiment aidé la Serbie, finalement. Voilà. Mais bon, vous savez, l'histoire est terriblement importante, et malheureusement dans les cours de sciences politiques, de sciences sociales, y compris sur l'Union européenne, on met de moins en moins l'accent sur l'histoire, mais on ne comprend rien à ce qui se déroule dans cette région-là si on ne se rappelle pas ce mythe de l'amitié russo-serbe, comme il y a eu un mythe de l'amitié franco-serbe. Et d'ailleurs, pendant la guerre en Yougoslavie, François Mitterrand est de nouveau extrêmement précautionneux. Et dans un premier temps, François Mitterrand est plutôt... Enfin voilà, il ne faut pas dire qu'il est pro-serbe, mais en tout cas, les Croates, c'est pas son truc, quoi. Et faire adhérer la Croatie et la Slovénie, c'est vraiment pas ce que la diplomatie française, au nom d'alliances, quand même, qui date de 14-18, hein, donc, bon, mais ça pèse, et une partie du peuple serbe a
cru que la France était son allié. Comme une partie de l'opinion publique serbe croit que Moscou est son allié, et comme une partie de l'opinion publique du Monténégro croit que Pékin aujourd'hui est son allié. Les personnes pensent cela, comme les personnes pensent que tous les Albanais, comme ici on a une image de l'Albanie, comme si tous les Albanais étaient des mafieux, et que tout Albanais c'était le crime organisé. Voilà, il y a comme ça une série de stéréotypes, d'images toutes faites, et ça pèse beaucoup, et ça pèse beaucoup dans le rejet de l'adhésion de ces pays à l'Union européenne, mais l'Union européenne n'est pas capable aujourd'hui, quels que soient les pays, d'accepter des nouveaux membres. Elle n'a pas de projet. Je vais dire, écoutez, un projet politique qui tremble sur ses bases, parce qu'on ne sait pas très bien qui doit s'asseoir sur le fauteuil et qui doit s'asseoir sur la chaise, en plein de pandémie, où il y a des millions de morts, et que ça fasse un tremblement de terre, ça dit quelque chose tout de même, hein. Ça dit quelque chose sur le manque de projet européen. Et mon point de vue depuis longtemps, c'est que tant qu'on n'aura pas refondé le projet européen, quitte à repartir à plusieurs, ou quitte à dire un petit groupe peut avancer avant, il y a de multiples façons de le faire, mais tant qu'on n'a pas un projet vendeur, on ne pourra pas avancer, et on ne pourra pas élargir, parce qu'il faut-il encore se poser la question de savoir est-ce que vraiment les Albanais veulent aujourd'hui adhérer dans l'Union européenne, est-ce que vraiment c'est encore un projet qui fait fantasmer à Tirana. Ouais. Vous êtes revenu sur le désir de différenciation qu'on ressent aujourd'hui en Europe centrale, avec ce désir, que ce soit en Hongrie ou en Pologne par exemple, de vraiment se différencier du reste de l'Europe occidentale. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que ces pays, comme par exemple la Pologne qui était très enthousiaste à retourner vers l'Europe à la chute du mur, comment finalement dans ces pays on se retrouve à avoir un retour en arrière et un retour vers des partis populistes avec des hommes forts? Est-ce qu'il s'agit finalement d'un phénomène régional, ou est-ce vous avez mentionné qu'on remarque ça évidemment dans le reste de l'Europe, mais pourquoi est-ce que ça prend cette envergure-là finalement dans cette région? Oui. Donc, de nouveau, il faudrait des heures pour répondre évidemment à cette question, mais bon, d'abord, nous sommes dans une période où les régimes de démocratie parlementaire sont partout mis à mal. Ouais. Partout, il y a la montée d'un autoritarisme. La mondialisation fait naître toute une série d'angoisses, de craintes. La démocratie ne semble pas très fonctionnelle et très efficace pour résoudre rapidement les problèmes. Je ne dis pas qu'elle ne l'est pas, mais pour toute une partie de l'opinion publique, elle ne l'est pas, visiblement. Et la mondialisation crée, il y a de nombreux livres sur le sujet, de nombreuses recherches sur le sujet, un vrai clivage entre les gagnants et les perdants de la mondialisation. Et la grande question aujourd'hui, c'est qui défend les perdants de la mondialisation? Avant, historiquement, c'était les partis de gauche qui le faisaient. Avant, c'était les partis sociodémocrates et les partis communistes qui encadraient les perdants du capitalisme et qui essayaient de les intégrer dans le système politique, économique et social. Aujourd'hui, ces partis sont dans une crise profonde. Ces partis soit ont disparu, pour une grande partie les partis communistes, soit les partis sociodémocrates sont devenus extrêmement pro-européens et ont défendu un projet de mondialisation. Donc ils sont assez discrédités vis-à-vis de ce public qui se sentait abandonné. Donc ça, ça va de chez des États-Unis jusqu'en Pologne.
cette dichotomie qu'il y a entre des gagnants et des perdants, et cette remise en cause, on l'a bien vu avec Donald Trump, des bases même de la démocratie. Donc ça, c'est pas la caractéristique de la Pologne et de la Hongrie, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Madame Le Pen, c'est en France, Monsieur Salvini, c'est en Italie, et les Vlaams-Belang, c'est ici, donc, et les politiques d'accueil des migrants du gouvernement social-démocrate danois, c'est un pays scandinave, hein, où à l'heure actuelle on veut renvoyer les réfugiés syriens comme ça en Syrie. Bon, donc voilà, ce rejet de l'autre, c'est de nouveau très très bien de dire oh là là, les Hongrois ils accueillent pas bien les migrants, oh là là, non, effectivement, mais quand est-ce qu'on va se poser la question de savoir ce qui se passe à Copenhague et comment peut-on aujourd'hui renvoyer en Syrie des personnes que la Syrie a accueillies il y a quelques années. Donc il faut d'abord se rappeler ça. Après, il y a évidemment les phénomènes Orban et Kaczynski. Donc je pense qu'il y a une... donc tout le monde ne vote pas Kaczynski et tout le monde ne vote pas Orban. Il faut quand même chaque fois rappeler que c'est des victoires importantes. Ils gagnent. Ils gagnent parce qu'ils ont le contrôle sur la télévision, sur les médias, parce qu'ils ont une partie des milieux d'affaires avec eux. Donc il y a toute une série de... Voilà, ils ont créé une démocratie de très basse qualité et ils ont toute une série de... voilà, ils ont pris en main la justice, les universités, et donc ça amène évidemment beaucoup de voix. Ils gagnent, mais ils gagnent avec un public âgé, un public vivant dans les zones les plus pauvres, les plus éloignées. Les grandes villes polonaises ou hongroises ne votent pas pour, ou ne votent plus pour M. Orban ou pour M. Kaczynski. Raison aussi, c'est que je pense que M. Orban et M. Kaczynski gagnent parce qu'ils n'ont pas d'opposants. Je pense que pour des raisons qui seront sans doute trop longues à expliquer ici, mais l'opposition polonaise ou l'opposition hongroise est morcelée, divisée, se fait la guerre entre elles et ne propose rien à part d'être contre M. Orban. Être contre M. Orban, c'est pas un projet politique. Pour beaucoup de citoyens hongrois ou polonais, la situation économique, la situation sociale, il y a plein d'autres problèmes que la Cour constitutionnelle polonaise. Évidemment que ce qui se passe au niveau de la justice polonaise est dramatique, est inacceptable pour l'Union européenne. Enfin, quel est le citoyen européen qui se préoccupe réellement de la façon dont les cours constitutionnelles fonctionnent dans son État et qui nomme les juges de la Cour constitutionnelle? Très peu, évidemment. Et il faut bien dire que M. Orban et M. Kaczynski ont senti que la question sociale et la question nationale étaient au cœur des préoccupations. Et donc M. Kaczynski gagne les élections avec un programme social. Donc c'est à la fois un conservatisme au niveau sociétal, interdiction d'avortement, une politique contre les minorités sexuelles, une critique féroce de l'Union européenne, mais c'est une politique sociale qui aide beaucoup de familles polonaises par ailleurs. Et je pense donc que ce qui manque en Pologne et en Hongrie, c'est une opposition moderne, mais qui ne tient pas simplement un discours libéral, libéralisons, 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 et que le plus fort l'emporte. Ce qui manque, à mon avis, en Pologne et en Hongrie, c'est une gauche démocratique et moderne. Alors une gauche verte, une rouge verte, comme vous voulez, la gauche hongroise est décrédibilisée par sa politique ultra
ultra-libéral avant M. Orban. Il faut rappeler que M. Orban gagne les élections quand la gauche a mis le pays en faillite, véritablement en faillite, et qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient privatisé les meilleurs moments, que la privatisation a été pour le moins malhonnête et quasi mafieuse. Donc, quelle est l'alternative? Et donc, je pense vraiment qu'en Pologne aussi, l'opposition est être contre M. Kaczynski, c'est pas un programme politique. Lutter pour le rétablissement des droits normaux, d'une justice normale est évidemment extrêmement importante. Le combat pour le droit des LBGT est évidemment fondamental, mais ça ne touche pas une majorité de la population polonaise. On peut le regretter, oui, dans les grandes villes, oui, dans les milieux universitaires, mais enfin, moi je m'en rends bien compte. Quand je vais à Varsovie, je ne rends compte que des gens qui sont d'accord avec moi. Il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'évidemment, si c'est entre nous, et je pense qu'il n'y a pas de leader ou de mouvement politique qui est pour le moment capable d'aller chercher les perdants de la mondialisation, les perdants de la transition. Et alors l'Union européenne, mais elle apparaît comme... Moi je prends toujours l'exemple des universités pour faire comprendre la déception de l'Union européenne en Europe centrale orientale. Évidemment que les fonds sont arrivés, évidemment qu'on a construit toute une série d'éléments fort importants, évidemment que le niveau de vie de la population a très très largement augmenté grâce à l'Union européenne, bien sûr. Ça l'a aussi permis, n'oublions pas, à l'Union européenne d'avoir une main-d'œuvre bon marché qui venait travailler chez elle. Aussi. Cela a permis de délocaliser et de trouver une main-d'œuvre au bon marché là-bas. Donc les avantages sont et pour l'Union européenne et pour ces pays-là. Mais si vous prenez le différentiel salarial, il reste absolument considérable. Ce que gagne un employé en Pologne et ce que gagne un employé en Allemagne, ce que gagne... Pourquoi est-ce que les hôpitaux polonais, roumains, bulgares, hongrois, excusez-moi, ont si difficile aujourd'hui à faire face à la crise? Mais c'est parce que les médecins, les infirmières sont toutes parties en Allemagne et en Autriche, parce que le différentiel salarial est tel que, or, une Volkswagen coûte une Volkswagen. Je veux dire, le coût de la vie pour un certain nombre de biens matériels est le même. Il y a des choses qui coûtent moins cher, mais il y a toute une série de choses. C'est le même prix. Le manque, le fait que toute une série de services publics fonctionnent beaucoup moins bien en Europe centrale et orientale fait aussi que, bien entendu, qu'une partie des personnes viennent vivre ici, chercher du boulot ici. Donc, je pense que ça joue beaucoup. Je prends l'exemple des universités, donc. Écoutez, aujourd'hui, les universités européennes, un peu partout, dépendent des financements de l'Union européenne. Partout, nous sommes convoqués à aller chercher des budgets européens. Et c'est ça le nec plus ultra. Et donc c'est une compétition entre des équipes de recherche qui doivent remettre des projets européens. Mais moi, je pense avec beaucoup d'émotion à mes collègues de l'université de Veliko Tarnowo en Bulgarie, ou d'une petite université en Pologne, dans l'est de la Pologne. Est-ce que vraiment la compétition existe entre des collègues avec peu de moyens d'aller à l'étranger, peu de laboratoires, et nos gros labos à nous? Et il a fallu attendre combien de temps avant que des chercheurs d'Europe centrale ne reçoivent des bourses européennes, des bourses personnelles, des bourses European Council Research, etc. Je veux dire, ça apparaît pour des intellectuels d'Europe centrale comme un jeu totalement inégal, et où les Européens nous sommes toujours là pour expliquer ce qu'ils devraient faire. Mais ils savent bien qu'ils n'ont aucune chance
D'abord, c'est pas la façon dont eux ont eu l'habitude de faire de la recherche, et les moyens demandés font qu'ils n'ont pas de chance de remporter ces projets européens. Et donc, si dans les universités, lieux généralement acquis, ou plus acquis qu'ailleurs aux idéaux européens, naît un espèce d'euroscepticisme lié au fait que, mais en fait, voilà, la compétition, on ne peut pas la remporter. Et on nous coupe nos crédits de recherche et on nous dit allez chercher des fonds européens, mais on n'a pas les moyens, mais on n'a pas le personnel. Et de toute façon, les meilleurs jeunes chercheurs qu'on forme, ils font des post-doctorats à Oxford, à Londres, à Paris ou à Bruxelles et ils restent. Donc comment est-ce qu'on peut refaire les universités? J'ai vu de mes yeux certains de mes collègues qui étaient tellement enthousiastes à adhérer à l'Union européenne, qui ont tellement cru que dans leur université ça allait tout changer, et puis qui aujourd'hui se rendent compte que seuls les meilleurs des meilleurs parmi eux peuvent jouer dans la même division, mais que toute une série de petites universités de province qui jouent un rôle fondamental, hein, parce que ce sont les universités de province qui peuvent développer, qui peuvent créer les élites locales qui vont développer les régions en retard de développement, bien entendu. C'est pas les grandes universités top numéro 1 de la capitale qui jouent ce rôle-là. Ces collègues-là, je pense, sont tous devenus eurosceptiques. Donc voilà, je pense qu'il y a à la fois les leçons données par l'Union européenne, la crise du modèle européen, la crise de la démocratie, et puis il y a le dernier facteur sur lequel je pense important d'insister, c'est que l'histoire est là. C'est quelque chose que mes collègues ici, en Europe occidentale, c'est quelque chose dont on a très très difficile à comprendre, mais l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est bien plus présente en Pologne et en Hongrie et fait bien plus lieu à des débats qu'aujourd'hui. Et vous savez, écoutez, les Français, par exemple, se sont très peu occupés de la guerre d'Algérie. C'est le moins qu'on puisse dire. On ne peut pas dire qu'ils aient vraiment se soient beaucoup penchés sur toutes les atrocités de la guerre d'Algérie. La colonisation, on commence maintenant. Vous êtes la première génération d'étudiants auquel on peut parler, on commence à travailler sur c'était quoi la colonisation, toutes les horreurs, etc. Bon, la colonisation, 1960-61, on met fin, la Belgique cesse d'être une puissance coloniale. Ça fait quand même 60-80 ans. Comment voudrait-on que le régime communiste qui s'est effondré il y a seulement 40 ans ne soit pas un sujet de débat profond? Comment voudrait-on que la Seconde Guerre mondiale, dont on n'a pas discuté, dans lequel les historiens n'ont pas fait tout un travail, ne soit pas un sujet de division? Comment voudrait-on que la guerre en Yougoslavie ou que tous les problèmes ethniques ne soient pas extrêmement vifs alors que non seulement c'est récent, mais en plus, si vous n'en parlez pas, si vous ne travaillez pas, s'il n'y a pas un travail qui est fait, je pense que, évidemment, les choses restent alors dans un... Comment dire? Chacun continue à raconter sa propre histoire. Et dans les Balkans occidentaux, les Albanais racontent une histoire albanaise, les Kosovars racontent une histoire kosovare qui n'est pas la même d'ailleurs que l'histoire des Albanais, et les Serbes racontent une histoire serbe, et les Croates racontent une histoire croate. La question est évidemment pas d'écrire une histoire européenne ou une histoire pour les Balkans occidentaux, mais au moins de pouvoir entendre l'histoire de l'autre. Au moins pouvoir entendre l'histoire de l'autre, et que l'histoire de l'autre puisse être entendue. Mais voilà,
nous ne pouvons pas entendre que M. Poutine parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale et du rôle de la Russie durant la Seconde Guerre mondiale. Ça nous apparaît comme étant quelque chose de la propagande, etc. Moi, je suis désolé, mais je comprends très bien qu'au moins 20 millions de morts de lutte contre le nazisme, ah oui, c'est encore pour quelques générations. Et j'espère pour encore quelques générations. Je ne soutiens pas du tout M. Poutine pour autant. Je suis tout à fait contre M. Poutine. Mais est-ce qu'on peut admettre que les Russes parlent de la Seconde Guerre mondiale dans d'autres termes que ce que d'autres ont pu parler? Est-ce qu'on peut admettre cela? Est-ce qu'on peut admettre que les Tchèques, que les Polonais... Voilà. Et donc, la Pologne a une histoire tragique. Est-ce qu'on peut parler de la Seconde Guerre mondiale en Pologne? Moi, je peux comprendre que des Polonais, quand on dit les camps de concentration polonais, ils explosent, qu'ils soient de gauche, de droite, libéraux ou pas libéraux. Ce n'est pas des camps de concentration polonais. C'est des camps de concentration nazis qui se sont trouvés en Pologne. C'est pas les Polonais ont été des victimes effroyables de la Seconde Guerre mondiale. Quand M. Kaczynski ne délire pas quand il dit il faut pouvoir entendre les drames des peuples de l'Europe centrale, et je pense qu'on le fait très peu. Ouais. Merci beaucoup d'être revenu sur toutes nos questions et de nous avoir dressé un portrait très complet de la région et du moins de son rapport à l'Union européenne. Merci d'être venu. On vous demandera, si vous êtes intéressé, d'aller nous suivre sur nos réseaux, d'aller suivre la page d'Horizon Europe sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, et n'hésitez pas à visionner nos autres vidéos sur notre page YouTube, et notamment le dernier micro-trottoir que l'on a fait sur la question du port des signes religieux, et également toutes les petites capsules radio que nous enregistrons toutes les semaines chez BXFM. Merci à tous d'avoir visionné cette interview et à très bientôt.